Des Français comme Bernard-Henri Lévy, par exemple, disent que ces prises de position trahissent chez vous une haine des Juifs. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais je vous ai répondu, vous m'avez écouté. Tout le monde m'a écouté depuis un an. Cherchez un mot, cherchez une parole qui soit répréhensible de ma part ou qui puisse aller dans ce sens. Non, ma parole dérange. De ce point de vue-là, alors là, je le dis à vous solennellement, vous les journalistes, vous avez une responsabilité majeure en ne laissant pas accréditer sur les plateaux des choses fausses. On ne laisse pas colporter sans rien dire des calomnies et des mensonges sans vérifier les faits. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, refuse de mettre un pied en France pour une visite officielle. Dans une interview, le président algérien a accusé la France de génocide pendant la colonisation. Comment on réagit à cela? Comment doit réagir la France aux propos du président algérien? Cela fait malheureusement de longs mois, pour ne pas dire années, que l'on voit la relation avec ce grand pays, ami, frère, qu'est l'Algérie, se dégrader jour après jour. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet brûlant qui touche directement la France, l'Algérie et la question palestinienne. Donc, on a Dominique de Villepin ici, ancien Premier ministre, qui s'exprime donc sur des enjeux géopolitiques sensibles entre accusations d'antisémitisme, tensions avec l'Algérie et l'avenir du conflit israélo-palestinien. Ces propos font le buzz. Mais derrière les polémiques, il y a un message plus profond sur la place de la France dans le monde. C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour qu'ensemble nous puissions tirer des conclusions importantes. Et surtout, si tu veux être toujours au courant des dernières vidéos tendances, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Des Français comme Bernard-Henri Lévy, par exemple, disent que ces prises de position trahissent chez vous une haine des Juifs. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais je vous ai répondu, vous m'avez écouté. Tout le monde m'a écouté depuis un an. Cherchez un mot, cherchez une parole qui soit répréhensible de ma part ou qui puisse aller dans ce sens. Non, ma parole dérange. Elle dérange sur le fond. Qu'on argumente avec moi, qu'on ne soit pas d'accord avec moi, je le comprends, mais qu'on essentialise ma parole, qu'on essentialise ma personne, même sur le plan physique, ça je ne peux pas l'admettre. Et donc, remettons les pendules à l'heure, écoutons les uns les autres, cessons. Et de ce point de vue-là, alors là, je le dis à vous solennellement, vous les journalistes, vous avez une responsabilité majeure en ne laissant pas accréditer sur les plateaux des choses fausses. On ne laisse pas colporter sans rien dire des calomnies et des mensonges sans vérifier les faits. À quoi faites-vous référence? À ce qui a été dit sur vos relations avec le Qatar, par exemple? BFM TV, par exemple, en son temps, il y a quelques mois, a parler de domination financière juive, je n'ai jamais employé ce terme. Bernard-Henri Lévy et d'autres intellectuels parlent de dénonciation par mois de la domination financière du sionisme international, je n'ai jamais employé ce terme. On parle de guerre génocidaire, je n'ai jamais employé ce terme. Tous les termes que j'emploie aujourd'hui sont ceux que j'ai employés au lendemain du 7 octobre et je n'ai jamais varié. Et on voit bien aujourd'hui que les attaques se font sur la base du mensonge. Et je renvoie donc tous ceux qui sont censés être des philosophes, des intellectuels, à la responsabilité vis-à-vis de la communauté nationale qui est la leur. Le président de la République, de ce fait, a raison de faire cette pression. Benjamin Netanyahou n'a aucun intérêt à la paix? Benjamin Netanyahou est l'homme qui est accusé aujourd'hui d'être responsable, le premier responsable de la tragédie du 7 octobre. Et c'est évidemment une accusation qui est extrêmement lourde à porter, qui est insupportable. Côté israélien, hein, parce que la responsabilité... Côté israélien, bien sûr. Face à cela, il nourrit le rêve d'effacer cela en devenant l'homme qui aura définitivement assuré la sécurité d'Israël, toute la sécurité d'Israël, sur tous les fronts. Il y a 7 fronts aujourd'hui où Israël peut se sentir menacé. Et le faire, j'allais dire presque tout seul. Il y a là, évidemment, quelque chose d'inouï. Et en voyant les succès tactiques remportés par Israël au Liban, on peut se dire, mais et si ça marchait? Et si Benjamin Netanyahou parvenait à recomposer, réinventer le Moyen-Orient, qui était le rêve absurde des néoconservateurs, ça ne peut pas marcher. Fait au lendemain de 2001. Mais ça ne peut pas marcher du tout. Et ça ne marchera pas une nouvelle fois. Parce que la guerre ajoute à la guerre. Et si la guerre ne répond pas à une stratégie, à une vision, eh bien,
elle se nourrit elle-même et elle nourrit toujours plus de haine et plus de violence. Mémoire partagée, nous ne pouvons pas dissocier les événements, nous ne pouvons pas mettre d'un côté les images des uns et oublier les images des autres. Nous sommes une même humanité. Et c'est peut-être là le drame le plus terrible depuis le 7 octobre. C'est de voir trop d'entre nous s'enfermer dans leur douleur en ignorant la douleur de l'autre. Il n'y a qu'une douleur, qu'une humanité, qu'une souffrance, et il n'y a qu'une façon de la combattre. Vous avez parlé, Dominique de Villepin, d'une parole unifiée des Français. Je voudrais vous faire entendre ce qu'a dit Emmanuel Macron ce week-end à propos des livraisons d'armes à Israël. Il a demandé, chez nos confrères de France Inter, la fin des livraisons. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Et maintenant, notre priorité est aussi d'éviter l'escalade. Je considère qu'au-delà de ça, le peuple libanais ne peut pas à son tour être sacrifié. Et le Liban ne peut pas devenir un nouveau Gaza. Vous l'approuvez, Dominique de Villepin ? La France ne peut pas ne pas agir. Elle est concernée par tout ce qui se passe là-bas, en Israël, à Gaza et bien sûr au Liban. Vous connaissez les liens qui nous unissent à ce pays. Et le président de la République parle à partir d'une expérience immédiate que nous avons vécue, que la diplomatie française a vécue, qui est celle de ce rendez-vous de l'Assemblée générale des Nations unies où les Américains et les Français, ensemble, avec le soutien d'une très large partie de la communauté nationale, ont porté une demande de cessez-le-feu pour essayer de mettre fin au supplice des Palestiniens à Gaza et essayer de faire revenir les otages. On parle d'une centaine, peut-être moins, puisque c'est l'attente de tout un peuple aujourd'hui en Israël. Et cet espoir, il a été trahi, puisque quand Benjamin Netanyahou est arrivé, il avait pris l'engagement d'annoncer ce cessez-le-feu, et cet engagement n'a pas été tenu. Mais sur la question des livraisons d'armes. J'y viens. Alors, petite pause rapide. Si vous aimez donc le travail que je fais ici et que vous avez envie donc de me soutenir, il ne suffit tout simplement que de me laisser un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et surtout, me faire parvenir vos avis dans les commentaires. On peut continuer. Cet effort de paix français, il n'a pas pu aboutir. Et le président de la République française a tenu et a eu raison de dire que quand on appelle à un cessez-le-feu, on ne peut pas dans le même temps livrer encore des armes qui créent la mort alors que celle-ci s'avère aujourd'hui inutile à Gaza. Pourquoi ? C'est donc un message adressé aux Américains. C'est un message adressé aux Américains, c'est un message adressé aux Israéliens, qui est qu'à un moment donné, la conscience internationale n'en peut plus de cette impuissance. Elle doit agir. Et les dirigeants militaires israéliens le disent tous les jours. Une grande partie de la classe politique, une grande partie du peuple, qui est qu'aujourd'hui à Gaza, il n'y a plus rien à détruire. Aujourd'hui, le cessez-le-feu est possible. L'armée israélienne dit elle-même hier soir que la branche armée du Hamas est vaincue. La sécurité est vaincue, la sécurité d'Israël n'est pas en danger à partir de Gaza. Mais les otages ne sont pas de retour. C'est l'argument donné par Benjamin Netanyahou. Les otages ne sont pas de retour, et c'est bien pour ça que le cessez-le-feu doit permettre cette libération des otages. Donc, la diplomatie française, aujourd'hui, elle cherche à trouver le moyen d'arrêter ces massacres dans la région. À Gaza, et bien sûr au Liban, où un engrenage, le même engrenage que celui que nous avons connu à Gaza, est en train de se reproduire. Et donc, dire il faut arrêter de livrer des armes. Nous le disons, nous Français, il se trouve que nous n'en livrons pas, si ce n'est quelques composants. Et nous serions plus forts en le disant avec les Européens. Et c'est là où je pense qu'il faut aller plus loin et parier sur la politique. Car voyez-vous, quand on veut régler un conflit, on peut, bien sûr, dans un premier temps, utiliser la force, avec mesure, avec proportion. Mais on ne peut pas aboutir et aller vers la paix sans utiliser la politique et la diplomatie. Mais parier sur la politique, ça veut dire quoi compte tenu de l'état de la classe politique en Israël, de l'absence d'État au Liban. Eh bien justement. Et c'est là où le président Macron dit, et j'aimerais que ce soit dit aussi entre Européens, à un moment donné, ne livrons pas des armes qui n'ont pas vocation à assurer la sécurité d'Israël, mais qui ont malheureusement pour conséquence
de créer aujourd'hui la mort à Gaza et la mort au Liban. Et prenons nos responsabilités sur le plan politique. Le président a toujours dit qu'il fallait, dans un processus, reconnaître l'État palestinien. Tous les efforts qui ont été tentés, tous les processus de paix qui ont été lancés l'ont été sur une base qui est, à la fin du processus, on reconnaîtra l'État palestinien. D'abord, franchissons un certain nombre d'étapes. Je dis aujourd'hui solennellement, comme beaucoup de gens à travers le monde, la première étape du processus, c'est de reconnaître l'État palestinien. Pourquoi ? Parce qu'Israël doit montrer à tous qu'il a un objectif politique. Que le but, ce n'est pas la guerre, toujours plus de guerre. J'entends ces phrases terribles. Il faut terminer le travail. Il faut aller jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout de quoi ? La guerre n'est pas une fin. La guerre dans laquelle est engagé Israël aujourd'hui est une guerre sans fin. Reconnaître l'État palestinien, c'est abdiquer, c'est favoriser le Hamas. C'est ce que disent Benjamin Netanyahou, le gouvernement d'extrême droite en Israël, les partisans de ce gouvernement-là. Que fait Israël depuis un an, si ce n'est de réduire ce Hamas? De quoi parle-t-on? Puisque la victoire d'Israël sur le Hamas crée la situation d'aujourd'hui, et tous les dirigeants militaires du renseignement israélien le disent, le Hamas ne constitue plus une menace pour Israël, eh bien tirons-en les conséquences. Mais alors, aujourd'hui, justement... On crée un État palestinien, mais avec quel interlocuteur? Avec le Hamas? Mais vous savez, les interlocuteurs, ils ne peuvent pas naître dans la guerre. Les interlocuteurs, ils peuvent naître à partir du moment où on lance un processus. Aujourd'hui, il faut donner les moyens sur les bases actuelles de l'autorité palestinienne à des interlocuteurs de surgir pour justement se substituer. Parce que le Hamas va repousser. Il va repousser dans les esprits, il va repousser dans les cœurs. Donc, encourageons aujourd'hui une réponse politique à partir de l'autorité palestinienne qui puisse avoir une responsabilité non seulement sur Gaza, parce qu'il faut bien sûr, il faut combler le vide sur la Cisjordanie, sur Gaza, sur Jérusalem-Est, et qui pourra alors impliquer tous les États arabes modérés de la région qui appuieront ce processus à la fois par une force d'interposition, à la fois en engageant la reconstruction. Mais voyez-vous bien, ce n'est pas la même région. S'il y a une lumière au bout du tunnel, s'il y a un espoir qui est donné à tous, si la possibilité d'offrir aux Palestiniens un État qui est la grande injustice commise au lendemain de la guerre, ou si nous continuons à faire parler les armes, parce qu'alors elles ne s'arrêteront pas. Le dialogue que nous devons avoir aujourd'hui avec Benjamin Netanyahou doit être une grande clarté, et ça devrait être les termes mêmes employés par l'Union européenne, qui est que nous ne pouvons plus cautionner les massacres qui se déroulent dans cette région et qui mettent en danger la région tout entière. Il y va de notre crédibilité, il y va aussi de notre sécurité. Car ce qui se passe là-bas n'est pas sans conséquence sur ce qui se passe ici. Et le rêve chimérique de Benjamin Netanyahou, nous ne pouvons pas l'accompagner. Donc, assurer et garantir la sécurité d'Israël, bien sûr, pas accompagner l'aventure aujourd'hui. Lui dit tout l'inverse. Lui dit ce que je suis en train de faire, tous les combats que je suis en train de mener aujourd'hui, c'est pour vous défendre, vous, occidentaux. Alors ne me lâchez pas. Qui peut le croire ? Benjamin Netanyahou essaye de se présenter en représentant de la civilisation face à la barbarie. On n'a jamais raison tout seul. Et on n'a jamais raison avec le seul emploi de la force. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou reprend ce que les Américains ont essayé de faire après le 11 septembre. Qu'est-ce qui s'est produit après le 11 septembre ? Le chaos en Irak, un État failli en Syrie, un État failli en Libye. Toutes ces interventions sèment le chaos et la mort. Et ça veut dire quoi, cela ? Plus de terrorisme. Alors, dans l'esprit de Benjamin Netanyahou, il y a une idéologie qui était d'ailleurs celle déjà de son père, qui est la pérennité de ce combat, la pérennité de la guerre, tous les discours et les écrits de Jabotinsky. Cette idéologie, elle est mortelle pour tout le Moyen-Orient. Et je reprends les termes de Thomas Friedman, le grand journaliste américain dans le New York Times. Quand on a un ami qui est à la veille de faire une énorme bêtise, qui est ivre, qui veut prendre les clés de sa voiture, eh bien on l'empêche. Benjamin Netanyahou ne peut pas, au nom d'Israël, aujourd'hui, engager Israël dans la situation de peut-être ne jamais retrouver
ses otages. Et il ne peut pas engager Israël dans cette voie sans issue qui est celle d'une guerre sans fin. Il y a un minimum de responsabilité et cela, c'est notre responsabilité à tous. Et c'est pour cela que je pense que personne ne peut dire je soutiens inconditionnellement Benjamin Netanyahou. Non. Aujourd'hui, il est temps, en conscience, de dire tout cela ne peut pas être fait en notre nom, tout cela ne peut pas être fait sans raison, tout cela ne peut pas être fait sans conscience. La communauté internationale a une responsabilité et le veto américain aux Nations Unies, aujourd'hui, ne peut pas se justifier. Et je pense que devant les peuples, cette responsabilité doit s'exercer. Et de ce point de vue-là, le président Macron, qui est aujourd'hui, je le vois bien, dans une situation extrêmement difficile parce qu'il est attaqué de toutes parts. Mais déjà aussi dans le pays. Eh bien, c'est pour ça, bien sûr dans le pays, et c'est pour ça que si vous voulez faire l'unité des Français, il faut le faire avec une diplomatie ambitieuse et exigeante. Mais pardon, sans quoi nous verrons fleurir dans notre pays les drapeaux de toutes les communautés, de tous les États qui sont aujourd'hui en guerre, alors que le drapeau qui dit tout, le drapeau pour lequel nous devons nous battre diplomatiquement pour faire avancer la paix, c'est le drapeau français. Moi, je veux que la France soit plus présente dans le chaos du monde. Je veux que la France puisse parler au monde entier et agir. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, avec nos amis allemands, il faut tenir une parole courageuse. La culpabilité que ressentent nos amis allemands vis-à-vis d'Israël, je la comprends parfaitement. Il y a une dette. Mais la culpabilité ne fait pas une diplomatie. Elle concerne l'Algérie. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, refuse de mettre un pied en France pour une visite officielle. Dans une interview, le président algérien a accusé la France de génocide pendant la colonisation. Il a aussi évoqué l'accord de 68, les accords de 68 qui octroient un statut particulier aux Algériens en matière de droit de circulation, de séjour et d'emploi en France. Il dit que c'est devenu un étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes de droite en France, qui cherchent donc à l'abroger. Comment on réagit à cela? Comment doit réagir la France aux propos du président algérien? Cela fait malheureusement de longs mois, pour ne pas dire années, que l'on voit la relation avec ce grand pays, ami, frère, qu'est l'Algérie, se dégrader jour après jour. Et de dégradation en dégradation, on en vient à des accusations qui, évidemment, dépassent, et de loin, toute réalité. Qui est, en regardant en arrière, et ce travail, il est fait par de nombreux historiens, des crimes de guerre, voire même des crimes contre l'humanité, c'est une chose. Revenons à la mesure. Pourquoi? Parce que la tentation aujourd'hui, ici en France, c'est de faire de l'Algérie le bouc émissaire d'un certain nombre de nos problèmes, et c'est particulièrement vrai en matière d'immigration. L'Algérie n'a pas apporté cela. Et nous avons à trouver avec les Algériens des réponses et des solutions. Le président de la République a voulu renouer avec le Maroc en acquiesçant sur la souveraineté marocaine du Sahara occidental. Nous aurions dû faire tout cela dans le cadre des Nations Unies et en liaison avec l'Algérie. On ne peut pas aujourd'hui faire avancer un règlement diplomatique de quelque question que ce soit sans le faire avec tous. Et sur l'immigration, vouloir brandir aujourd'hui le symbole de l'accord de 68, dont nous savons tous qu'il est une des conséquences des accords d'Évian, c'est vouloir quoi? C'est vouloir ouvrir une guerre avec l'Algérie, une guerre des mémoires en tout cas. Tout cela est absurde. Il y a d'autres chemins. Aujourd'hui, nous réglerons la question de l'immigration, des Algériens détenus en centre de rétention administrative et que nous voulons renvoyer chez eux qu'en accord avec l'Algérie. Ça implique le dialogue, ça implique le respect. Et ça implique la capacité d'assumer cette histoire que nous avons et qui est partagée et qui est si importante des deux côtés de la Méditerranée. Alors voilà, on a vu que Dominique de Villepin défend sa position sur des sujets sensibles de l'Algérie à la Palestine et critique fortement le rôle des médias dans la propagation des faux récits. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la France doit vraiment prendre une position plus neutre ou plus active dans le conflit israélo-palestinien? Est-ce que la reconnaissance d'un État palestinien est pour vous donc la solution la meilleure
ou est-ce que ça pourrait tout simplement empirer les tensions? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, de lire vos avis et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer donc nos prochaines vidéos. Je serai moi-même dans les commentaires pour répondre à chacun d'entre vous. Alors n'hésitez pas à partager vos réflexions avec moi. À tout de suite. Ciao.